Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Bleu Blanc Cœur intitulé Un esprit sain dans un corps sain en période de pandémie et au quotidien. C'est Pierre Veille, coprésident de l'association Bleu Blanc Cœur, qui va assurer aujourd'hui cette présentation. Pierre, je veux bien, voilà. Tout d'abord, j'espère que vous vous portez tous bien en cette période un petit peu particulière qui nous impacte tous. Le format webinaire, c'est un format habituellement qu'on utilise plutôt avec les professionnels de santé. Et là, dans cette période de confinement, on a pensé que ce serait bien aussi de faire profiter nos adhérents et les professionnels de notre réseau de ce format. La présentation va durer 30 minutes. Et dans un premier temps, Pierre va expliquer un petit peu l'importance des milieux, des terrains dans le développement et la propagation du virus Covid, en prenant comme exemple le cas particulier du Japon. Et puis, dans une deuxième partie de présentation, on va expliquer en fait en quoi une agriculture à vocation santé, telle qu'on la met en place chez Bleu Blanc Cœur, va avoir pour objectif de soigner ces terrains, ces milieux, à commencer par notre corps. Et puis, on expliquera pour terminer le concept de One Health, donc de santé unique, qui existe donc depuis de nombreuses années et qui maintenant est étayé par pas mal de travaux scientifiques. Et donc, tout au long de la présentation, vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc, pour ça, il faut que vous alliez en bas de votre écran. Vous avez une icône qui s'appelle Converser. Et donc, ça vous permet de nous poser des questions tout au long de la présentation. Et après, nous, on prendra donc un temps à la fin de la présentation pour y répondre. Voilà, je veux bien que vous passiez la… Voilà. Et donc c'est Pierre Veille qui nous fait aujourd'hui cette présentation, qui est coprésident de Bleu Blanc Cœur avec Jean-Pierre Pasquier et Bernard Schmitt. Et donc, Pierre est à l'origine de Valorex et de l'association Bleu Blanc Cœur et également donc, président du pôle de compétitivité Valorial, un pôle de compétitivité en recherche et innovation alimentaire, à la présidence également du Centre culinaire de Rennes et depuis récemment titulaire de la chaire Aliments et bien manger à l'Université de Rennes 1. Donc voilà, Pierre, si vous voulez bien enchaîner, la parole est à vous. Ok. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de s'exprimer. Merci aux gens qui sont là, que je ne vois pas. Le thème que j'ai choisi, c'est forcément un thème d'actualité. C'est difficile de faire abstraction de la crise dans laquelle on vit. Et je trouve qu'on parle beaucoup des nouveaux médicaments, du nouveau vaccin, des nouvelles technologies qui permettront de lutter contre le virus. Mais pour reprendre l'expression de Louis Pasteur il y a 150 ans, qui disait le microbe n'est rien, le terrain est tout, je trouve qu'on parle peu du terrain. Et c'est l'occasion d'en parler, puis d'essayer d'étendre la réflexion à la suite, avec ce point commun à la médecine et à l'agronomie, qui est de devoir soigner le terrain avant de soigner la maladie ou ses effets, mais de faire de la prévention en soignant le terrain. Donc, je vais appeler ça un esprit sain dans un corps sain, en période de pandémie et après. Alors pourquoi une agriculture à vocation santé? Pourquoi ce lien entre l'actualité et ce qui nous anime tous les jours? C'est qu'une agriculture à vocation santé, par définition, c'est une agriculture qui se fixe comme objectif d'assurer à l'homme pas seulement ses apports en calories et en protéines, mais aussi de tous les nutriments qui permettent de maîtriser des mécanismes qui sont indissociables de la vie et qui sont qui ont besoin d'équilibre, des mécanismes délicats, et notamment ceux de l'inflammation, de l'immunité et de l'oxydation. Des mécanismes indispensables, mais qui peuvent dérailler à un moment ou à un autre. L'inflammation, c'est régi beaucoup par le rapport oméga-6, oméga-3, des acides gras qu'on ne sait pas fabriquer, qu'on doit trouver dans notre environnement, qu'on doit trouver dans notre assiette, et qui pilote, il n'y en a pas un qui est bon, l'autre qui est mauvais, évidemment, mais le début de l'inflammation, mécanisme de défense indispensable, c'est les oméga-6 qui la déclenchent, et la fin de l'inflammation, c'est les oméga-3 qui la déclenchent. Donc chaque fois que cet équilibre est rompu, que l'harmonie est rompue entre ce qui se passe dans notre assiette ou dans nos sols, il va se passer quelque chose dans notre corps, et en ce moment, on va en parler, il se passe des choses. L'immunité, autre mécanisme indispensable, on parle du microbiote, on parle de fibres, on parle de micronutriments,
notamment d'oligo-éléments et de vitamines, des toutes petites doses, mais avec des impacts, le moindre manque, c'est des déficits de l'immunité, et donc ça crée des conséquences. Et puis l'oxydation, sans oxydation, pas de vie, mais beaucoup de pro-oxydants dans l'alimentation et pas assez d'antioxydants, ça déraille. Et quand on manque d'antioxydants, quand on manque de polyphénol, de flavonoïdes, de vitamines antioxydantes, les mécanismes de l'oxydation déraillent, produisent des radicaux libres qui génèrent de l'inflammation, qui nuisent à l'immunité, etc. Donc une agriculture qui se fixe comme objectif une densité nutritionnelle à la fois en vitamines du groupe B, en antioxydants, en polyphénol, en oméga 6, en oméga 3, c'est ce qu'on appelle une agriculture à vocation santé. Ça a été longtemps négligé parce qu'il fallait nourrir les gens, il fallait nourrir de calories, et puis au fil du temps, quand les rendements augmentent, les calories sont devenues de plus en plus creuses. Quand les recettes de produits qu'on mange sont devenues de plus en plus pauvres, quand il n'y a plus que cette culture qui occupe 95% des sols chez nous, et quand ces cultures-là sont des cultures obtenues à gros rendement, la densité nutritionnelle diminue, et puis nos corps tombent malades. Et donc soigner le terrain, ça commence dans les champs, ça continue dans les assiettes, et puis après, c'est des conséquences dans chaque cellule de notre corps. Alors si je reviens à l'actualité, j'ai cité Louis Pasteur tout à l'heure. Il y a un virus nouveau qui apparaît, c'est le même, apparemment il n'a pas muté ou pas encore, mais sur des terrains différents. Et il y a des effets qui sont très différents d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Alors on nous parle tous les jours de tel pays qui fait des tests massivement, tel pays qui a massivement investi dans les hôpitaux, tel pays qui fait du tracking, etc. On ne parle pas du terrain. Alors je ne vais pas inverser la tendance, mais je vais essayer d'en parler. Ça, c'est sur le site de l'université américaine de Johns Hopkins. Ils suivent quasiment heure par heure le nombre de cas, le nombre de décès, etc. Ça, c'était la photo d'hier matin avec 1 274 000 cas confirmés. Et pays par pays, ils donnent les statistiques quasiment, enfin, tous les jours, des fois heure par heure, même ville par ville. Donc, je vous présente deux pays. En haut, c'est le Japon. 85 morts. La pandémie a commencé en janvier. En bas, c'est nous, c'est la France. 8 000 morts hier matin. Au Japon, il y a 130 millions d'habitants, quasiment 2 fois plus que chez nous. Ces 130 millions d'habitants, quand on lit des fois dans la presse que le Japon, c'est formidable, la Corée du Sud aussi, ils n'ont pas de confinement, mais ils sont tellement bien, ces gens-là, ils sont tellement polis, effacés, avec beaucoup de distanciation sociale, etc., avec une hygiène très forte, que c'est normal. C'est vrai, c'est des facteurs hyper importants, notamment le port du masque. Maintenant, pour les gens qui ont été à Tokyo, qui ont vu la densité de la population, c'est quand même pas évident de se tenir à 1 mètre tout le temps. À ma connaissance, il n'y a pas eu de confinement, ou en tout cas pas de confinement strict. Ils n'ont pas fermé les universités, les écoles et les crèches. Il y a aussi un facteur qui pourrait être aggravant au Japon, c'est qu'il y a énormément de grands seniors. C'est le pays où il y a l'espérance de vie la plus forte au monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui pourraient être des cibles du virus. Il y a une proximité de la Chine, bien sûr, puisque le premier cas est apparu en janvier. Et il n'y a entre guillemets, 85 morts quand il y en a 100 fois plus en France pour une population 2 fois plus faible et un virus qui est arrivé plus tard et un confinement. Alors, on ne peut pas sortir un des facteurs en disant c'est celui-là qui fait que le Japon semble particulièrement protégé. Faut que je le dise en commençant. Mais on s'est quand même intéressé au terrain et à l'alimentation japonaise. On pourra en parler pendant des heures, mais il y a au moins 2 éléments, et un qui est vraiment particulier au Japon. C'est la présence dans les assiettes de poissons de pêche. C'est les plus forts consommateurs de poissons au monde et de loin. Et aussi des produits fermentés, beaucoup de produits fermentés, souvent à base de soja, mais de riz aussi, et pas que. Donc des oméga 3, des probiotiques, sur ce qu'on disait de l'immunité, sur ce qu'on disait de l'inflammation. C'est quand même des choses qu'on peut regarder de près, parce que ce n'est pas que des statistiques, il y a aussi des éléments de causalité qui peuvent lier les produits fermentés, les probiotiques au microbiote et à l'immunité. Et puis les oméga 3 du poisson que je propose de regarder d'un peu plus près.
D'autant plus qu'il n'y a pas une exception au Japon. La consommation de poissons dans le monde, je vous l'ai mis en kilos par habitant. Il y a des statistiques qui ont quelques années. Au Japon, 72 kilos par habitant, un mort du Covid-19 par million d'habitants. Hong Kong, pareil, où il n'y a pas de confinement, tout le monde porte un masque. Mais il y a aussi, les stats sont peut-être moins fiables à Hong Kong qu'au Japon, très peu. Le Portugal, qui est le champion du monde de la consommation de poissons en Europe, c'est 30 morts par million d'habitants, donc beaucoup plus qu'au Japon, mais quand même beaucoup moins que dans les autres pays européens. Et puis la Corée du Sud, qui est aussi un pays avec une forte consommation de poissons et de produits fermentés, avec un nombre de morts par million d'habitants qui est assez bas. Ça, c'est que des stats. Et c'est juste des stats. Ce que je propose, c'est qu'on explore ce qui pourrait être des éléments de causalité pour poser une hypothèse et puis voir si cette hypothèse est valable et le regarder ensemble. Alors, le Covid-19, est-ce que c'est une maladie inflammatoire? Non, on sait que c'est une maladie virale. Par contre, les gens ne meurent pas du virus. Ils meurent de ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le SDRA, en anglais l'ARDS. Et on en parle tous les jours à la télé. On parle de l'excès d'inflammation, on parle des phrases, l'orage de cytokine, des phrases qui étaient plutôt réservées aux spécialistes de l'inflammation qu'on entend tous les jours. C'est cet excès d'inflammation, cette inflammation mal maîtrisée qui tue les gens quand ils sont en situation de détresse respiratoire aiguë. Et ça c'est un problème inflammatoire. Le Covid ne l'est pas, mais ce qui tue les gens, c'est quand même des problèmes de dérèglement de l'inflammation. Donc, est-ce qu'il y a un lien de causalité entre le Covid, le syndrome de détresse respiratoire aiguë et l'inflammation? Oui, personne n'ira contredire ça. Si on va un peu plus loin, est-ce qu'il y a un lien entre inflammation et oméga 3? Oui, j'ai été sur PubMed, la bibliothèque médicale mondiale. Si je tape inflammation et oméga 3, j'ai 3968 papiers, c'est hyper connu. Et c'est hyper connu depuis le prix Nobel de médecine, enfin avant, mais au moins depuis le prix Nobel de médecine et physiologie de 82, où Bergström, Samuelson, Vein, les 3 prix Nobel avaient décrit la synthèse des prostaglandines pro- ou anti-inflammatoires, selon qu'elles soient issues des oméga 6 et des oméga 3. Et pour la petite histoire, ces gens-là, quand ils racontent leurs recherches, au début, ils n'y croient pas, parce que des molécules qui sont antagonistes, oméga 6, oméga 3, ça existe dans le corps. On fabrique de l'insuline et du glucagon, mais on le fabrique dans le pancréas. Alors que là, c'est 2 molécules antagonistes, oméga 6, oméga 3, qui régulent à peu près tout dans le corps à partir des médiateurs cellulaires, mais qu'on ne sait pas fabriquer. Et on est complètement dépendant de l'harmonie, encore une fois, dans les sols au départ, et puis dans l'assiette, pour notre harmonie à nous et notre défense à nous. Donc, oméga 3, oméga 6, inflammation, ça, ce lien de causalité, il est extrêmement fort. Et du coup, on continue à construire une causalité. Covid, c'est un virus qui provoque une mortalité par le syndrome de déficience respiratoire aiguë, qui elle-même est un problème inflammatoire, laquelle inflammation est gérée par le ratio oméga 6, oméga 3. Est-ce qu'il y a des choses plus directes? Est-ce qu'on a testé, puisque l'hypothèse semble bonne, est-ce qu'on a testé des oméga 3 donnés à des patients atteints d'un syndrome de déficience respiratoire aiguë? Ben oui, pas dans l'actualité. On parle beaucoup de, je sais pas comment il s'appelle, le médicament chloroquine, je ne sais plus, ou d'autres qui vont tuer le virus. Mais il y a aussi des tests qui ont été faits quand j'ai été sur le site de cette bibliothèque médicale mondiale. Syndrome respiratoire et Covid, il y a évidemment 21 papiers, mais il y a aussi 49 papiers, les plus vieux ont 20 ans, où puisque ce lien entre inflammation, syndrome de détresse respiratoire aiguë et oméga 3 a une base causale, a une base solide, il y a 49 articles qui relatent des expériences où, bizarrement, je vais dire, parce que pour moi, les oméga 3, c'est des aliments, ce n'est pas des médicaments, mais on a mis des acides gras dans les perfusions en nutrition entérale chez des gens qui souffraient de ce syndrome de déficience respiratoire aiguë. Alors, il y a eu tellement d'essais qu'il y a une dizaine de méta-analyses dans la littérature scientifique, des méta-analyses qui regroupent différents essais. Des fois, il y a 1800 patients, des fois, il y en a 700, etc. Toujours avec un groupe témoin, un groupe essai.
C'est ce dont on entend parler tous les jours à la télé à propos des médicaments antiviraux. En fait, ces manips ont été faites avec des oméga 3 parce que ce lien causal existait. Et les méta-analyses, tous les essais ne marchent pas pareil, hein, c'est toujours comme ça dans la recherche clinique. Mais la plus récente dit, au regard de ces résultats, l'administration d'oméga 3 paraît une stratégie raisonnable. Pourquoi? Parce que la mortalité est réduite. Alors, des fois, elle est réduite de façon significative, des fois, c'est limite de signification, des fois, c'est très fort. Mais globalement, la mortalité est réduite. Alors, ça permet de dire quoi? Si je continue d'essayer de poser l'hypothèse, une maladie virale, le Covid, qui provoque une maladie inflammatoire, qu'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë, ARDS en anglais, donc un lien à l'inflammation qui est géré par les oméga 6 et les oméga 3. Et au final, on reboucle la boucle puisqu'ils ont déjà été testés dans des études humaines chez des gens qui souffraient de ce syndrome respiratoire. Alors, dans ces études-là, les oméga 3 sont apportés en perfusion, comme un médicament, alors que ce n'est pas un médicament. Alors, est-ce que les oméga 3 alimentaires auraient le même effet? C'est forcément une question qu'il faut se poser. Moi, je pense que oui. Je pense que, je ne certifie pas, mais on a quand même une expérience de tout ça. La nutrition, ce n'est pas la pharmacologie. Quand on fait un essai sur quelques jours ou quelques semaines, c'est des essais qui sont designés pour des médicaments. On essaye, on a un apport massif. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Il y a un continuum, mais qui est très long entre le nutriment et le médicament. Le nutriment, il importe aussi la façon dont il est apporté, sa matrice, etc. Et généralement, l'alimentation, c'est du long terme. Le médicament, c'est du one shot. Il faut attaquer, taper fort. On en a besoin, bien sûr. Mais l'alimentation, c'est du long terme. Il faut s'imprégner. On sait nous, on a conduit pas mal d'études chez des hommes, chez des animaux. Il faut du temps pour changer la composition en acides gras, oméga 6, oméga 3, des globules rouges. Il faut un minimum dans nos essais de 35 jours, mais on sait que quand on le fait sur 90 jours, voire sur plus longtemps, ça marche mieux. Petit à petit, les acides gras viennent, se mettent dans les membranes, participent à l'équilibre des prostaglandines, etc. Et les premiers effets qui ont été recherchés, quand on a découvert l'impact de ces oméga 6 et les oméga 3 sur des maladies à composantes inflammatoires et notamment une maladie cardiovasculaire, c'était des études de corrélation écologique. Les Japonais d'ailleurs, je crois que la première étude qui avait été faite, je l'ai souligné, c'est les Japonais de San Francisco, à l'époque où les Américains, dans l'immédiat après-guerre, s'intéressaient à l'infarctus. Ils avaient constaté que les Japonais qui vivaient sur la côte ouest des États-Unis faisaient beaucoup moins d'infarctus que les autres. Et puis quand ils ont été plus loin, ils se sont rendus compte que c'était vrai à la première génération, mais pas à la deuxième, plus du tout à la troisième, même quand ils se mariaient entre eux. Donc ce n'est pas le gène qui protège, c'est les traditions culinaires que la première génération respectait, mais plus trop la deuxième, et la troisième, elle était complètement hamburgerisée. Et là, il n'y avait plus de défense contre l'infarctus. Donc oui, les oméga 3, en tant que nutriments, en tant que composante d'une alimentation, sont protecteurs. Et sans doute plus, et beaucoup plus que sous forme de médicaments. Et il y a énormément de données sur le régime crétois, sur les Esquimaux, qui montrent ces corrélations entre cette composante de l'alimentation et d'autres, mais cette composante oméga 3 de l'alimentation et la prévention de la plupart des maladies dites de civilisation. D'ailleurs, je vous ai mis, j'essaye de ne pas montrer quelque chose sous mon regard à moi, mais quelque chose d'un peu consensuel. Il n'y a rien de plus consensuel que les apports nutritionnels conseillés pour la population française de l'ANSES, ou une expertise collective sur les acides gras qui lie alimentation et santé. On ne va pas le détailler, mais ce que j'ai encadré en rouge, en haut, syndrome métabolique, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, cancer, maladies neuropsychiatriques, autres maladies comme des MLA. Et en ordonnée, encadré en rouge, l'acide alpha-linolénique, oméga 3, l'acide DHA, oméga 3, l'acide EPA, oméga 3. Donc une corrélation connue, appuyée sur toute une bibliographie de ces expertises collectives qui lie les maladies de civilisation, qui sont ces maladies à composantes inflammatoires comme le Covid, ou comme le syndrome de détresse respiratoire plutôt, avec les apports en ces 3 acides gras de la famille des oméga 3. Donc oui, l'alimentation joue un rôle.
Et à la fin, alors je pose une question pour introduire la suite. Est-ce qu'on doit tous manger comme des Japonais? Si on a des éléments statistiques et des éléments de causalité qui permettent de mettre un lien entre la quantité d'oméga 3 dans l'assiette des Japonais et la résistance au Covid, est-ce qu'il faut tirer une conclusion là-dessus en disant bon, on va tous se mettre à manger 70 kilos de poisson par an? Probablement pas. On peut se dire que l'hypothèse, si elle est validée, permet de dire que les oméga 3 participent à la régulation de l'inflammation. Ce n'est pas des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires ne marchent pas. C'est des régulateurs de l'inflammation. On a besoin d'oméga 3 et notamment d'oméga 3 à longue chaîne. Mais il y a des gens qui ont publié, si on devait tous couvrir nos besoins en oméga 3 avec les 7 milliards qu'on a aujourd'hui dans le monde, avec les huiles de poisson ou avec la consommation de poisson, il faudrait moins d'un mois pour épuiser toutes les réserves des océans. Donc il faut imaginer autre chose. Et le autre chose, c'est cette agriculture à vocation santé qu'on a mis sur pied il y a une vingtaine d'années, à partir d'une étude clinique qui était l'acte fondateur, où on a donné aux gens, à des volontaires, à 2 groupes de 40 volontaires pendant 3 mois, la même quantité d'œufs, de beurre, de viande, de produits animaux, mais là d'animaux terrestres, mais qu'on avait nourri dans un cas avec du maïs et du soja riche en oméga 6, ou dans l'autre cas avec de l'herbe ou du lin riche en oméga 3. Et à la fin, la composition des membranes des globules rouges, des phospholipides des membranes des globules rouges, était complètement changée. Je ne vais pas lire les chiffres ici, mais il y avait beaucoup plus d'oméga 3, à la fois sous forme de précurseurs alpha-linéléniques et sous forme de dérivés à longue chaîne dans les membranes. La dernière phrase de l'article, l'ai mise en français, disait qu'à habitude de consommation égale, donc en gardant nos traditions culinaires, pas en mangeant comme des Esquimaux ou des Japonais, cette modification qui se produit 2 maillons dans la chaîne alimentaire en amont de nos assiettes. C'est-à-dire que je change dans les champs, au lieu de produire du maïs et d'importer du soja, je produis beaucoup d'herbes, beaucoup de lupins, beaucoup de lin. C'est bon pour les sols, les animaux qui les mangent sont en meilleure santé. Et à la fin, quand les gens consomment ces produits à consommation égale, on a des compositions du sang qui, d'après toutes les données, les apports nutritionnels conseillés qu'on regardait tout à l'heure, sont en lien avec une meilleure santé. À partir de là, tu ne peux pas te comporter en disant cette phrase qui dit quand tu sais, tu ne peux pas te comporter comme si tu ne savais pas. Là, c'était une preuve clinique de l'impact de ce qu'on faisait dans les champs par rapport au devoir, à la responsabilité qu'on a quand on est producteur de nourrir les gens et de les nourrir sainement. Ce concept-là, limité dans le temps, mais c'était le début de quelque chose qui s'appelle la santé unique. C'est-à-dire s'intéresser à la santé des sols, aux impacts de la santé des sols sur la santé des animaux et aux impacts de la santé des animaux sur la santé des hommes, tout en mesurant ce que ça fait sur la planète, sur le climat, etc. C'est un concept de santé unique, caractérisé ici dans un schéma un peu compliqué, parce que c'est compliqué, parce qu'on doit avoir des objectifs nombreux quand on fait de la production alimentaire. Et là, on appelle ça One Health, ou santé unique, santé de la terre, des animaux, des hommes. Ça s'est construit au fil du temps, 380 papiers, articles dans la presse scientifique à comité de lecture. Alors des fois, on va parler de l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Une autre fois, on va faire des études humaines. Je vous ai montré la première. On en a fait 5 et la 6e est en cours. Toujours avec les mêmes protocoles. On mange la même chose, mais la façon dont les aliments ont été produits n'est pas la même. Avant qu'on démarre cette logique d'agriculture à vocation santé, la nutrition était souvent limitée à des conseils de manger plus de ci, moins de ça, qui reste d'actualité, bien sûr. Mais maintenant, on l'a élargi au fait il faut aussi regarder le mode de production des aliments, son impact sur la santé des hommes, sur la santé des animaux et sur la santé de la planète. Donc c'est ça, pour moi, une des leçons de la pandémie, si on va au bout et si les liens de causalité qui s'appuient sur des liens statistiques que j'évoquais tout à l'heure sont confirmés, et on y travaille, pour info, on y travaille, notamment avec une équipe d'épidémiologistes américains là, qui travaillent fort avec nous là-dessus. Si on arrive, il y a dans plein de biais, mais on va essayer de trouver quelque chose, des liens statistiques et des liens de causalité. Ça démontrera qu'on a besoin d'un esprit sain dans un corps sain.
il y a deux millénaires et des brouettes, qu'un poète latin disait ça, mens sana in corpore sano. Et il disait ça dans une phrase où il disait plutôt que d'invoquer les dieux pour guérir, il faut invoquer les dieux pour avoir un esprit sain dans un corps sain pour pouvoir nous combattre la maladie. Ça démontrerait aussi cette harmonie entre chaque cellule de notre corps et chaque parcelle de notre terre. Il y a loin du sol, de l'assiette ou de l'océan jusqu'à la maladie d'aujourd'hui. Mais c'est un lien fort et un lien concret, connu. Voilà, ben, écoutez, j'ai fini dans les temps, ou à peu près dans les temps. J'ai voulu centrer la présentation sur ce lien de causalité sur les oméga 3. Il y en a d'autres, alors je m'en excuse par avance en disant que je n'ai pas eu le temps de parler du microbiote, des aliments fermentés, de la densité nutritionnelle. Dans ma première diapo, je disais l'immunité, l'inflammation, l'oxydation, c'est régi, c'est ces mécanismes qui contrôlent notre santé, notre vieillissement. Ces mécanismes, ils sont régis par la densité nutritionnelle. Il s'agit d'oméga 3, il s'agit de vitamines, il s'agit d'oligo-éléments, il s'agit d'antioxydants. Donc, je ne peux pas parler de tout à la fois dans le temps imparti, mais j'ai essayé de le faire. Pourquoi j'ai choisi ça? Sans doute parce qu'au moins, il y a un consensus énorme sur le fait que les oméga 3 qui régissent l'inflammation et qui donc conditionnent la réception des maladies inflammatoires, eh bien, par rapport au tableau que je vous montrais tout à l'heure de l'ANSES, on consomme à peu près le tiers de notre besoin. Sur l'acide alpha-linolénique oméga 3, par rapport aux recommandations de l'ANSES, 95% des Français ne couvrent pas leurs apports. Donc ça, au moins, c'est sûr. Ça n'exclut pas tout le reste. Et ça n'exclut pas, évidemment, dans ce que j'ai mis en intro, dans le lien, les 100 fois moins de morts au Japon qu'en France pour une population 2 fois plus importante. Les oméga 3 n'expliquent pas tout. Il y a évidemment des règles d'hygiène, des règles de civisme aussi qui peuvent expliquer des choses. Et même sur le plan de l'assiette, les oméga 3 n'expliquent pas tout. Mais vous voyez, sur des pays plus proches comme le Portugal, il y a quand même des impacts qui restent importants. Et là, je pense qu'on est à civisme, port de masque et reste des habitudes alimentaires à peu près équivalentes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre, pour votre exposé. Du coup, maintenant, on va passer à la partie questions. Donc, pour commencer, il y a Eric qui s'interroge sur la consommation de poissons en Chine. Du coup, Alors, on a regardé, c'est grand la Chine, et il y a d'énormes différences entre l'inland. Comme je disais qu'on travaille en ce moment avec une équipe d'épidémios américains, et on a des données qui sont en train de consolider. À Hong Kong, par exemple, c'est un des pays où on mange le plus de poissons au monde. Et il y a des régions, alors je n'ai pas regardé, on aurait dû regarder le Hubei, là, mais de mémoire, je ne suis pas très bon en géographie chinoise, je pense que c'est en Chine intérieure. La consommation moyenne en Chine, elle doit être de l'ordre de 20 kilos. Par contre, sur les zones côtières, c'est beaucoup plus élevé. ensuite, on a des questions sur les capsules d'oméga 3. Est-ce que dans l'urgence, c'est pertinent de conseiller ces oméga 3 sous forme de capsules? Et est-ce que la dose de 1 gramme d'oméga 3 par jour sous cette forme-là, est-ce que c'est une bonne habitude à prendre quand on dispose de peu de produits bleu blanc cœur? Mais je pense que oui. Je pense que oui, et notamment pour les populations fragiles. Je me souviens au tout début de Bleu Blanc Cœur, j'avais discuté avec un cardiologue, c'est Michel Delorgeril, qui lui recommandait, donc qui avait fait l'étude de Lyon, qui était très, très conscient parce qu'il avait participé à le démontrer, le rôle entre oméga 3 et infarctus. Et je lui parlais de ce qu'on faisait avec ce qu'on commençait à faire avec Bleu Blanc Cœur. Et il me disait, mais tu sais, quand j'ai un patient dans mon cabinet qui va faire un infarctus, je ne peux pas lui dire de manger du beurre Bleu Blanc Cœur pendant 10 ans. Chacun son métier. Et évidemment, je pense que dans cette situation et pour les personnes fragiles, c'est quelque chose qui est intermédiaire finalement, la gélule d'oméga 3, entre ce qu'on préconise nous, ce qu'on construit, pas ce qu'on préconise, ce qu'on construit, c'est une alimentation qui fait qu'on n'aurait pas besoin de tout ça à terme, et puis la nutrition entérale où on met des oméga 3 dans la perfusion, quoi.
Donc évidemment, je pense que des personnes fragiles et notamment des personnes âgées, ce serait des... En tout cas, c'est pas idiot, c'est bien. On ne peut pas garantir que ça les sauvera tous, mais sur tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est une bonne chose. Et pour rester sur cette thématique de capsules d'oméga 3, est-ce que, Pierre, vous pensez qu'en début d'infection, c'est pertinent? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Probablement, puisque les études cliniques qui sont faites, c'est des patients qui sont déjà en détresse respiratoire. Et on a des résultats positifs, même s'ils ne sont pas miraculeux. Hein. C'est des baisses de mortalité des fois de 10%, des fois de 20% maxi, des fois on ne voit rien dans toutes les études cliniques. Mais c'est fait chez des gens qui sont déjà en détresse respiratoire, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une bonne pratique à recommander. Et on a également une question sur le microbiote de Dominique. Quel lien entre oméga 3 et microbiote? Alors, on est en train de regarder. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien entre microbiote et immunité, ça c'est sûr. Maintenant, le lien entre oméga 3 et microbiote, quand je dis qu'on est en train de le regarder, on le regarde sous forme d'études chez l'animal, où on voit que la diversité du microbiote est liée à une alimentation, ce n'est pas que oméga 3. On va dire que c'est un ratio qu'on retrouve dans nos études cliniques, d'ailleurs souvent, un ratio acide gras saturé sur oméga 3. Moins il y a d'acide gras saturé et plus il y a d'oméga 3, plus on a une diversité du microbiote et une bonne qualité de la couche de mucus intestinale. D'accord, et donc il y a Isabelle qui nous fait part de son témoignage et qui nous dit que donc, ça fait 15 ans que sa famille et elle prennent cette dose donc, de 1 gramme d'oméga 3 par jour et personne n'est infecté à ce jour dans sa famille. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si vous voulez faire d'autres remarques ou d'autres questions, voilà, c'est le moment. Donc, je répète, hein, c'est avec l'icône converser en bas de votre écran. Et sinon, Pierre, pour ma part, du coup, en ouverture, donc là, on a parlé beaucoup des oméga 3. Est-ce qu'il y a d'autres nutriments qu'il faut privilégier en cette période de crise sanitaire pour justement un petit peu agir aussi sur l'inflammation avec d'autres nutriments? Sur l'inflammation, non. Hein. Je pense que j'ai choisi de parler de ça aussi parce que, un, je connais un peu le sujet. Et puis, deux, je pense que s'il y a des niveaux dans l'urgence, les oméga 3, c'est certainement le plus important. J'ai commencé par parler de soigner le terrain, donc de prévention, de long terme. Et ben, j'ai répondu à des questions sur les gélules d'oméga 3, qui sont des questions fort pertinentes. Mais pour revenir à la conversation que j'avais avec le cardiologue il y a 20 ans, si on sort de cette situation d'urgence et si on parle de stimuler l'immunité, bien entendu, il y a tout un tas d'oligo-éléments, de micronutriments, de probiotiques qui ont un rôle important. Si on parle de l'oxydation qui participe à créer de l'inflammation, à réduire l'immunité si on a trop de radicaux libres qui sont émis, tous les antioxydants, tous les polyphénols, etc., ont un rôle important. Donc, je pense que ce qu'on essaye de faire dans cette agriculture à vocation santé, le Blanqueur, c'est d'essayer de mesurer la densité nutritionnelle des produits qui arrivent dans l'assiette. Ça, évidemment, après, on est à une étape de la chaîne alimentaire qui est l'étape de la production. On peut sortir un excellent produit du champ ou de l'étable avec beaucoup de micronutriments de toutes sortes et puis lui faire perdre sa valeur parce qu'on va le mélanger à des choses sans intérêt ou trop le cuire ou je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de densité nutritionnelle au départ, il n'y en aura pas à la fin. Donc il faut la conserver, voire l'améliorer avec la fermentation. La fermentation, c'est intéressant. C'est-à-dire pourquoi il y a tant de produits fermentés qui semblent participer à la santé. Pourquoi l'homme s'est intéressé à la fermentation qui fait perdre de la valeur aux aliments. Quand un aliment fermente, ben, il perd le fromage, c'est qu'on a fermenté le sucre du lait, il n'y a plus de lactose, etc. Enfin, pourquoi on perd de la densité calorique?
Sans doute parce que ça nous a aidé à passer des caps dans notre histoire où on avait besoin de se protéger contre beaucoup d'agressions biologiques extérieures et que les produits fermentés participaient à ça. Donc, les antioxydants euh, dans, les, dans les légumes, dans les fruits. On parle des fruits et légumes à la fois parce qu'ils apportent des fibres, mais aussi parce qu'ils ont normalement une densité en micronutriments importante. Des fois, ils l'ont perdu. Donc, avec le blanc cœur, on mesure cette densité nutritionnelle parce que c'est ça qui fait la clé. Les fibres sont importantes aussi, bien sûr. Et puis, tout ce qui est antioxydant l'est tout autant. Donc, c'est à la fois simple et compliqué. C'est la diversité qui nous nourrit. On va dire la diversité dans les champs. Si je peux peut-être pas conclure là-dessus, mais au moins passer ce message qui me semble important, c'est que pour que cette diversité arrive dans nos corps et qu'elle passe dans l'assiette, il faut qu'au tout début de la chaîne alimentaire, il y ait un sol qui soit nourrissant, qui soit nourricier, qui soit riche en matière organique, qui soit riche où il y ait plein de microbes, de champignons qui travaillent et qui vont aider la plante à synthétiser toute cette richesse en micronutriments. Après, ça arrive dans notre assiette ou ça arrive dans l'auge des animaux qui vont reconcentrer cette diversité-là. Mais il faut de la diversité, il faut de la richesse, il faut de la matière organique, il faut des sols sains. Et notre immunité à nous, j'espère, c'est pour ça que on peut parler on parle beaucoup à la télé, à la radio, du nouveau médicament, etc. Quand on a on va dire, mon background, ma culture agronomique, ben c'est la relation peste et pesticide. Quand il y a un nouveau produit qui arrive, une nouvelle maladie, on trouve un nouveau pesticide. Et puis après, il y aura une nouvelle maladie, puis encore un autre pesticide. Et puis à un moment, on se dit, mais attends, soignons le terrain, soignons le sol pour on aura toujours besoin de médicaments, médicaments des hommes, des animaux, des plantes, mais le moins possible. Soignons le terrain au maximum. Il n'y a qu'un message à passer, c'est celui-là. Soigner le terrain, c'est compliqué, parce qu'on est des fois loin du terrain, mais ça commence dans les sols, ça continue dans les auges et les assiettes, mais c'est comme ça qu'on arrive à maîtriser l'immunité, l'inflammation et l'oxydation. Voilà. Il y a également une question de Dominique. Ne faut-il pas agir sur le ratio oméga 3, oméga 6 et diminuer nettement la consommation d'oméga 6? Alors, ça dépend des pays, mais oui, clairement, oui, les oméga 6 sont, j'aime pas le terme pro-inflammatoire, mais favorisent l'inflammation. La plupart des maladies qu'on appelle maladies inflammatoires, celles qu'on voyait dans le tableau des ANC, et le syndrome de détresse respiratoire aussi, sont des maladies d'excès d'inflammation. On appelle des maladies inflammatoires. On parle de l'inflammation à bas grade, c'est des maladies d'excès d'inflammation. Donc le rôle de stimulation de l'inflammation des oméga 6, surtout quand il est lié à un manque d'oméga 3, forcément, ça favorise toutes ces maladies-là. Alors les ratios oméga 6, oméga 3 ne sont pas du tout les mêmes au Japon, en France et aux États-Unis. Je souhaite bonne chance à nos amis américains, mais les microbes arrivent sur un terrain qui est quand même pas très favorable. Il y a des rapports oméga 6, oméga 3 aux États-Unis qui se baladent entre 20 et 25, pays du maïs et du soja. Au Japon, on est plutôt entre 3, 4, maximum 5. En tout cas, chez les gens qui ont gardé les traditions, parce qu'il y a aussi des fast-foods au Japon de toutes sortes maintenant chez les jeunes. Ce serait intéressant d'ailleurs de regarder l'âge moyen des victimes du Covid au Japon ou ailleurs. En France, on serait sur un ratio qui est entre 10 et 15. Oui, il y a encore trop d'oméga 6, mais il n'y a surtout pas assez d'oméga 3. La situation japonaise est parfaite, selon du ratio oméga 6, oméga 3. On va dire qu'en France, on manque surtout d'oméga 3 et on a un peu trop d'oméga 6. Évidemment, il y a des disparités. Et qu'aux États-Unis, on a et pas assez d'oméga 3 et beaucoup trop d'oméga 6. Très bien. Et Pierre, je vais vous inviter à passer sur les diapositives suivantes, si vous voulez bien. Voilà, juste pour vous indiquer que la semaine prochaine, il y aura donc un autre webinaire qui sera présenté par le docteur Didier Schoss, qui est président de l'IEDM.
donc de l'Institut européen de micronutrition. Et donc le thème, donc on ira un petit peu plus dans le détail, donc ce sera oméga 3 et antioxydants dans la protection immunitaire cette fois. Et donc pour vous inscrire, normalement, vous avez tous, je pense, reçu un mail au début du mois avec le programme des webinaires et donc à chaque fois des liens qui vous permettent de vous inscrire sur les thématiques qui vous intéressent. Mais en plus, en début de webinaire, on a partagé sur le blog Conversé à nouveau le programme. Et vous retrouverez également dans ce bloc un lien qui vous permet aussi de donner votre avis pour savoir voilà, ce que vous pensez de ce format et s'il faut qu'on adapte. Et je veux bien la diapo suivante. Pardon. Je n'arrive plus à la passer. Ah. Voilà. Encore. Bah, merci à vous, oui. Merci à Pierre et merci à tous les participants aujourd'hui. Et puis, je pense que sur une diapo encore suivante, peut-être qu'il y a une adresse mail qui est indiquée si vous souhaitez poser vos questions. En tout cas, voilà, vous pouvez adresser vos questions à contact@bleu-blanc-coeur.com si on n'a pas eu le temps d'y répondre ou si voilà, il y a d'autres questions qui vous sont venues après et que vous n'avez pas eu le temps de les poser. Il ne sera pas trop tard, on pourra quand même y répondre en privé. Voilà, bah, du coup, je vais conclure pour ce webinaire d'aujourd'hui. Et puis, je vous remercie encore de votre participation et je vous dis à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.